Je vais démarrer parce que du coup, je démarre un tout petit peu en retard. On va parler aujourd'hui effectivement de la vaporwave et on va parler des origines de la vaporwave, hein, ce mouvement qui est assez impressionnant. Je vous ai fait un petit tableau là sur la droite, là ici, hein, comme c'est marqué ici, hein. C'est un mouvement qui est dérivé de la synthwave et qui tient son nom des produits, vaporware, je vais déjà m'intéresser déjà à ce que je veux dire par dérivé la synthwave. Hop, voilà, c'était mon Ah, petit truc de démarrage. Vous l'avez entendu. Et je vais déjà vous donner des références parce que il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la Vaporwave. Comme vous pouvez le voir là sur le tableau, il y a la vidéo de Mad Dog qui définit l'esthétisme et la Vaporwave. Et il y a aussi la vidéo de How To, hein, donc un How To par Frank Jafsi, qui est un youtubeur américain qui est extrêmement talentueux, qui fait une très très bonne présentation et qui en quelques minutes vous apprend à faire de la vaporwave avec son petit style assez ironique, etc. C'est juste savoureux. Et autant le dire tout de suite, j'ai pas l'intention de contredire Mad Dog sur quoi que ce soit, je trouve qu'il a très bien abordé le sujet. Il a vraiment défini ce qu'était l'esthétisme, qui est un élément dont on va parler. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est de voir un petit peu comment, au final, ce style musical a pu se construire au travers de toutes les musiques qui ont existé. Et déjà, on va rentrer un peu sur des définitions basiques, hein. La vaporwave, c'est effectivement un dérivé de la synthwave. Et du coup, je vais vous montrer quelques références par rapport à ça. J'ai fait un espèce de petit dessin là. wow. Donc vous voyez que vous avez la synthwave qui est tout en haut. Attendez, je vais essayer de lever la tête. Hop, voilà. Vous avez la synthwave qui est tout en haut, qui va donner effectivement la vaporwave, mais qui va aussi donner un genre médian qui s'appelle le mid-fi synth, où on trouve certains artistes de vaporwave qui vont se rapprocher plus d'une synthwave classique, en utilisant quelques éléments quand même qu'on va retrouver. La dark synth qu'on connaît bien avec Carpenter Brut et Toxic Avenger, par Ouais. exemple. Et l'outrun, qui, alors selon les gens, peut-être de la synthwave pure ou pas, ou peut-être un sous-genre qui a été lancé par Collège, au tout départ, hein, donc un artiste français qui va sortir un EP qui s'appelle Teenage Color, et un autre artiste français qui est extrêmement connu, qui est Kavinsky, qui va sortir la musique de Drive. Donc, l'outrun, si vous voulez, les caractéristiques de l'outrun, c'est que ça se fait en bagnole, globalement. C'est des Ferrari Testarossa, c'est la conduite de nuit, c'est cette musique qui nous accompagne pendant, symbolisée dans le film Drive, par exemple. La dark synth est un peu plus hardcore, elle est un peu plus métal, hein, elle se rapproche d'ambiance très proche de Carpenter, ou le nom Carpenter Brut d'ailleurs. La mid-fi synth, c'est une musique qui est abîmée. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les mêmes éléments d'usure et de glitch qu'on peut retrouver dans la Vaporwave. C'est une musique qui a l'air d'avoir été enregistrée sur cassette, qui a beaucoup d'interférences, etc., qui est très lente aussi, qui est très ralentie, mais qui utilise beaucoup plus des instrumentations faites directement sur synthé analogique. Et la Vaporwave, elle, est un genre dont on va parler aujourd'hui, est un tout petit peu particulière. Si vous regardez sur mon tableau qui est à droite là, j'ai mis que c'est une musique qui tient son nom des produits Vaporware. Et effectivement, on va voir un petit peu ça. Donc le Vaporware, en fait, ce sont des fumiciels en français académique. Ces logiciels qui ont été développés par des boîtes, mais qui ne sont soit jamais sortis, soit qui sont sortis beaucoup trop tard. Et un des meilleurs exemples dessus, que je vous invite par exemple à taper chez vous, c'est StarCraft Ghost de chez Blizzard, un jeu qui a été annoncé au début Oui. des années 2000, si je me rappelle bien, dont il y a même des bandes annonces, hein. Il y a une cinématique de 6 minutes qui est magnifique, en tout cas pour l'époque, un trailer, et la seule chose qui va nous rester de ça, bah, ça va être Nova qui va être intégré à Overwatch, si je me rappelle bien. Mais sinon, le jeu en lui-même n'est pas sorti, quoi. Donc en fait, voilà, on prend Synthwave, hein, on prend les particules et on prend Vaporwave et ça fait de la Vaporwave, tout simplement pour le nom, voilà comment ça s'est construit. Et si vous voulez, je vous mettrai le petit truc après. Après, si vous voyez sur mon si je vais un peu trop vite, hein, vous me le dites, hein. C'est une musique qui est extrêmement importante parce que c'est, comme tu disais, ça fait référence effectivement aux années 90 et 80 mais c'est une musique qui est ironique dans son propos et sa conception.
une musique politique, vu qu'elle ironise en fait sur le capitalisme flamboyant des années 80-90, qu'elle va opposer en fait au moment où elle est créée. Et ça, c'est un élément qui parfois n'a pas été toujours souligné, c'est que les compositeurs de Vaporwave déjà sont nés soit à la fin des années 80, début des années 90. En fait, ils parlent un petit peu de leur jeunesse, qu'ils opposent par contre à leur fait d'être adultes maintenant dans un monde qui ressemble pas du tout à ce qu'on leur a vendu quand ils étaient gamins. Et en l'occurrence, quand ils vont commencer à produire de la Vaporwave, on est au début des années 2010, on est peut-être même un tout petit peu avant, hein, c'est la crise des subprimes aux États-Unis. Et donc, il y a ces deux mondes-là qui vont s'opposer, qui seront toujours un commentaire sous-jacent de la Vaporwave, vraiment intéressant à garder en tête, et on veut voir un petit peu comment elle va se construire. Et j'ai dit aussi que c'était un genre ironique dans sa conception. C'est un genre en fait qui n'hésite pas à faire l'affichage des outils qui permettent de créer les fameux visuels qu'on peut voir. Mmh. Là, j'en ai un par exemple, si vous regardez sur le tableau central, où il y a Paint qui est intégré en fait dans le visuel avec le logo Windows 95 aussi. On rend hommage en fait aux outils informatiques, en particulier vieux et un peu obsolètes et très défaillants quand même pour les gens qui ont eu un 95 entre les mains. Et un petit peu du désastre que c'était, mais c'était très très cool quand même de l'avoir à l'époque. Et il y a donc une minification en fait de tous ces outils, et donc en fait c'est une espèce de, pas comment dire, mais c'est du photoception quoi, hein, dans le sens où on photographie aussi ce qui va servir à faire tout ça. Et ça c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours ce propos ironique aussi, c'est une musique qui se moque d'elle-même autant qu'elle se moque de son sujet prédilection qui est les années 90. Et enfin c'est un genre qui est autonome parce que c'est un genre qui est dérivé, parce que de la Vaporwave en fait on va avoir de la Future Funk, parlera sans doute après. On va avoir de la Simpson Wave, on va avoir de l'hypnagogic pop, et là j'ai mis que trois exemples de ça. Donc pour expliquer, la future funk, c'est une pop très très dansante, très chantante, qui reprend en général des standards japonais. La Simpson Wave ne reprend pas obligatoirement des extraits musicaux qui viennent des Simpsons, mais ça va utiliser beaucoup d'extraits d'épisodes qui Image. vont être... Ouais. Non, tu voulais dire quelque Ah non, je chose? disais juste, ouais, ça reprend, souvent des petits morceaux d'images, qui tournent en boucle. Ouais, exactement, Il y en ouais. a tellement sur YouTube, je Et puis on va se j'aime passer, bien. à mon avis, le meilleur remix enfin le meilleur morceau de Simpson Wave qui a été fait. Mais après, Oh yes. c'est mon avis personnel. Et l'hypnagogic pop, c'est une pop qui est assez lente, qui est très éthérée, très vaporeuse, avec beaucoup beaucoup de reverb, qui va se développer au milieu des années 2010. Et hypnagogic pop parce que enfin, ça concerne cet état en fait de demi-éveil ou demi-sommeil. C'est globalement l'état dans lequel on est quand on a les yeux qui vont se fermer complètement pour s'endormir et qu'on est un petit peu en train de flotter. Donc c'est une pop qui doit s'écouter dans ces conditions-là, normalement. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on parle d'un genre qui est supposé mort. Voilà. Ah ouais? Ouais, il est mort normalement il y a 4 ans. Voilà. Euh, Et c'est assez intéressant parce que bon, il est officiellement mort, mais il y a toujours des productions qui se font. Il y a même des productions très actuelles parce qu'on va en parler peut-être en fin. C'est un extrait. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Normalement, la Vaporwave n'existe plus. Normalement, hein. Quel événement qui fait que Tout c'est simplement, en mort? fait, la surconsommation, la Ah surproduction de OK. Vaporwave et le fait aussi qu'elle était trop commentée. Et je parlais tout à l'heure de musique politique. Hem et Ouais, de avant. musique ironique. Je vais du coup faire une petite parenthèse maintenant. La vaporwave, en fait, c'est ma définition de l'ironie. L'ironie, ça ne marche qu'avec son temps et à partir du moment où tu comprends, sur quoi se base l'ironie. Tu détaches en fait, le contexte de sur quoi tu ironises, ça devient juste sérieux. Par exemple, la vaporwave, elle est un peu trop loin dans son ironie, elle va faire de la Trump wave. Donc elle va prendre tous les moments des années 90 de Trump, vaillant et flamboyant, le Trump de Maman j'ai raté l'avion 2, Ouais, c'est ça. mais aussi le Trump de son émission de Reality TV, de Real TV, où en fait il virait, il embauchait les gens, etc., etc. Et ben les gens en fait qui vont percevoir ça mais qui comprendront pas le propos parce que soit ils sont trop jeunes, soit ils sont très proches de Trump, vont dire ah bah c'est pro Trump.
Ah oui, Donc OK, du ouais. coup, c'est de la musique alt-droite et ça va entraîner en fait un mouvement, qui est, excusez-moi, je vais juste dire un truc à ma compagne. Mon amour, est-ce que pardon Non, et non, t'en fais pas. mon amour et ça va, entraîner en fait de la fast wave, on va avoir de la nazi wave, hein, donc Oh là 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 là, voilà et ça ça part loin. c'est ouais, ça part très, très loin et c'est une musique qui a été récupérée par la droite extrême, aux États-Unis, qui entraîne aussi sa fin, quoi. Alors, on va voir un petit peu la construction musicale de la Vaporwave. Alors, je vais essayer de faire ça avec le maximum d'images et le moins de son possible, ce qui va être assez étrange. Mais Je je vous engage à voilà, monter dans votre DeLorean. Ouais, c'est ça. Mais on va pas aller tout de suite dans les années 90, on va remonter au tout début du siècle. Et là, on va essayer de faire ça de façon pas trop genre mindfuck, mais c'est vachement important. Vous voyez qu'en vert, j'ai fait un gros macaron qui s'appelle musique utilitaire et musique industrielle, qui a été théorisé par Erik Satie, le Erik Satie des Gnossiennes. En fait, Erik Satie a décidé de faire ce qu'il va appeler de la musique d'ameublement. C'est-à-dire que c'est une musique qui ne doit pas avoir de propos musical. Il va reprendre des bouts de Camille Saint-Saëns et d'Ambroise Thomas, qui sont deux artistes de l'époque. Et pendant une pièce de, je crois que c'est Max Jacob qui s'appelle, il va pendant l'entracte placer des musiciens aux quatre coins de la galerie et il va leur faire jouer de la musique répétitive. Et les gens, globalement, bah, pensant que c'est de la musique, ils vont se réunir autour et lui, il va aller forcer les gens à circuler parce que dans son propos, ce qu'il veut, il va le mettre, il va l'écrire dans une longue lettre à Cocteau. Il veut que la musique soit désacralisée, qu'elle soit sortie de son piédestal de musique savante ou musique classique pour être engagée dans un espèce de mouvement utilitaire, c'est-à-dire qu'elle doit accompagner les gestes pas de chaque personne qui va fréquenter la galerie à ce moment-là. Ça, c'est vachement important parce que musique utilitaire et musique industrielle vont répondre en fait à des concepts de développement de musique de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. On va commencer, alors il y a mon copain, la Pointe Synchro, qui était en train de faire une super intro dans l'autre salle sur la musique au cinéma. Premier caractère utile de la musique, ça va être la musique au cinéma, et en particulier pour l'assassinat du duc de Guise, où la musique en fait va servir non seulement à accompagner le visuel parce qu'il n'y a pas de parole, mais ça va être aussi le moment où la musique va être utilisée pour couvrir les bruits mécaniques du projecteur. En fait, pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance, on vous joue de la musique. Et c'est pas pour la beauté de la musique, c'est pour souligner l'image et masquer tous les défauts que peut représenter ce système de projection à l'époque. De ça, en fait, on va avoir ce qui va se développer un peu plus en bas, qui va être la light music. Ça, pour ça, on part en Angleterre. Et en Angleterre, il y a un espèce de mouvement d'éducation populaire qui va naître, fin du 19e toujours. Et globalement, ce qu'on veut, c'est que le chaland, hein, le monsieur et madame tout le monde, puisse écouter de la musique plutôt savante, mais qu'on va réorchestrer selon les standards de l'époque, que ce soit pas trop compliqué. Donc on va prendre en fait des pièces plutôt de chambre, pas des grosses pièces orchestrales, et on va essayer de les réadapter au mieux, du mieux possible. Et pourquoi ça va être industriel? C'est que cette musique, elle doit répondre en fait à des conditions d'enregistrement. Je renvoie à la conférence de Page qu'il a donnée hier dans cette même salle, où il expliquait qu'il y avait justement des voix très nasillardes de présentateurs à cette époque-là, parce que tout simplement les micros et les supports après de reproduction n'étaient pas assez bons pour reproduire la totalité du spectre sonore. Et ce que je vais faire, attends, c'est que pour vous donner une idée un peu plus précise de ce que je suis en train de dire, je vais sortir de ce tableau-là, je vais aller sur celui-là, hop, et je vais vous sortir une image de spectre sonore. Ça, il y ait une idée de comment ça fonctionne. Toc, est-ce que je peux la trouver vite fait? Et, euh, voilà. La voilà. Hop.
Elle est là. Ok. Alors, si ça vous intéresse, en fait, c'est qu'il faut savoir que au tout début, les enregistrements appartiennent jusqu'aux années 20 à ce qu'on appelle l'ère acoustique. Là, ce que vous avez, là, vous voyez le 20 en haut et le 20K aussi en haut de l'autre côté à droite, c'est tout ce que l'oreille humaine peut capter, globalement. Et en fait, il faut s'imaginer qu'à l'époque de l'ère acoustique, on n'est pas du tout à 20, on est à 250. Donc on est Mmh. sur la fin de cette zone orange et on est à 2500 maximum, donc on est sur le premier segment de la zone kaki là. Ça veut dire que si vous voulez faire une orchestration qui puisse être diffusée en fait par téléphone, parce qu'à cette époque-là, ça c'était un kiff quand j'ai fait mes recherches, les gens écoutaient de la musique, vous savez, avec les vieux téléphones là, qu'on se collait à l'oreille. Ils arrivaient, ils appelaient l'opérateur, l'opératrice, ils disaient voilà, je vais écouter machin. La personne lui disait bah, ça te coûte tant. Les gars se collaient le truc à l'oreille, ils s'écoutaient de la musique comme ça. Mais du coup, la musique devait correspondre en fait aux contraintes techniques qui étaient ben, globalement, vous avez tout ce qui est en orange clair au milieu. Il y a plein d'instruments qui passent pas. Vous voyez, tous les instruments qui sont tout à gauche là, il y en a beaucoup qui passent pas. Alors que je vous explique un peu le tableau, tout ce qui est en rouge, c'est les fondamentales, ce sont donc les notes, et tout ce qui est en jaune, c'est les harmoniques, qui donnent un peu la teinte, la définition, voilà, le charme un peu de la note. Et globalement, bah, vu ce qui vous reste, il fallait choisir des instrumentations qui puissent correspondre à ces contraintes-là. Heureusement, dans les années 20, à l'époque de la light music et de la light orchestra, là, si je reviens sur mon tableau principal, on va être en fait sur des schémas de 60 à 6000 Hz. Donc là, globalement, c'est de la musique qui est parfaitement audible. Il nous manque juste un peu les basses et puis un peu des aigus, mais ça reste correct. Sauf que bon, il faut quand même adapter la musique à ce qu'on a. Et donc la BBC, qui commence à se développer à cette époque-là, va développer en fait des ateliers de musique, donc Light Music, Light Orchestra et BBC Workshop, qui vont permettre des habillages déjà de toutes les émissions radiophoniques qui se font dans les années 40, et qui répondent aussi à des standards musicaux qui peuvent être diffusés à la radio. C'est ça que par exemple, si vous connaissez Rhapsody in Blue de Gershwin, le super morceau qui commence, je sais plus si c'est une clarinette ou un hautbois, bah, il faut se dire qu'en fait, ce morceau a été composé déjà parce qu'il est beau, parce qu'il rend hommage à New York et à Manhattan en particulier, mais qu'il a été orchestré aussi de façon à correspondre à ce qui pouvait être diffusé à l'époque. Donc il y a deux façons d'écouter la musique à cette époque assez intéressante, c'est la façon où on va se déplacer et la façon aussi où nous on est en pleine radiomania dans les années 40, on veut écouter de la musique à la radio. Si vous regardez un tout petit peu plus bas dans mon tableau central là, avec le macaron vert, il y a un truc qui s'appelle la Musac et Moon Music, etc. Et je vais vous amener vers ça parce que c'est là où on va comprendre un peu comment ça va fonctionner tout ça. Alors, George Owen Squire, c'est un officier qui vient de rentrer de la Première Guerre mondiale et il a été radio dans l'armée américaine. Et du coup, il se dit, bah tiens, je vais utiliser toutes mes connaissances pour faire en fait une musique qui sera diffusée dans les espaces professionnels. Il va appeler ça Wild Radio, ça va être repris par General Electric. C'est de la musique qui passe par l'électricité. Pas par le téléphone, pas par la radio, mais par l'électricité. Du coup, comme dans les années 40, c'est plutôt la radiomania, il va comprendre que son système a plus fonctionné, donc il va revendre son système qu'il va renommer Musac, plus précisément en 34, l'année aussi de sa mort. Et ce système Musac va être destiné aux professionnels pour des habillages assez particuliers. La personne qui va prendre la suite derrière Squire s'appelle Chaldwin, je crois, ou Chaling, je me rappelle plus son nom, est un petit génie de Wall Street et lui, il va comprendre le potentiel d'une musique utilitaire et industrielle. Déjà, il va se focaliser sur des productions natives, c'est-à-dire que maintenant, Musac va produire sa propre programmation musicale. Il va segmenter sa musique en quart d'heure. Parce qu'il va dire, voilà, on va adapter la musique selon les moments de la journée et selon les besoins de productivité qu'il pourrait y avoir. Et il va se dire, ce qui est vachement important dans cette musique-là, c'est qu'elle ne doit pas freiner ou entraver le travail. Donc, en fait, il va retirer tous les instruments qui peuvent être trop saillants, toutes les montées en puissance orchestrale, tous les instruments qui sont trop connotés, pour essayer de donner la musique la plus plate possible, que ça puisse paraître, pour qu'elle puisse être diffusée, vous inciter à faire des choses sans pour autant vous distraire.
À ça va s'adjoindre un truc qui est complètement dingo, c'est qu'il va y avoir des comportementalistes, psychologues comportementalistes qui vont s'intéresser à ça et qui vont déposer un brevet qui s'appelle le Stimulus Progression. Et c'est un brevet qui dit donc que certains types de musique peuvent vous inciter à faire des choses, vous rendre plus productif, par exemple. De tout ce délire en fait psychologique autour de la musique, il va y avoir ensuite, avec un petit passage par Warner Bros, qui va refiler un mec qui est un génie du marketing, le mood music. Et le mood music, en fait, c'est un peu le grand-papa de la vaporwave. Et le mood music, c'est ce que vous allez trouver dans tous vos centres commerciaux, chez le coiffeur, etc., etc. C'est cette musique que vous entendez, et en particulier dans les ascenseurs. Voilà, c'est l'exemple que je cherchais. Qui sert à masquer, alors qui est vraiment utile, c'est-à-dire que si vous avez 15 étages à faire, que vous êtes claustrophobe, que vous avez peur que l'ascenseur se pète la gueule, que vous n'avez pas de musique, vous allez entendre les bruits de la cage d'ascenseur. Ça va vous stresser, donc du coup, cette musique va servir à réconforter la personne qui peut être angoissée. Mmh. Mais globalement, en fait, c'est aussi une musique qui va finir par vous taper sur les nerfs, hein. Je renvoie à Family Guy avec sa bossa version Star Wars là, dans le truc. Mais c'est une musique qui a ce caractère-là. Et en fait, on va partir dans un tel délire autour de la mood music qu'il va y avoir de la mood music pour tout. Il va y avoir de la mood music pour les soirées cocktails, il va y avoir de la mood music pour faire des striptease à votre mari. Rappelez-vous, hein, on est dans les années 40-50, hein. C'est assez sexiste. Donc il va y avoir une déclinaison comme ça autour des stations de radio et autour en fait de la production des disques qui va rendre cette musique extrêmement populaire et elle va envahir le champ entier de la vente industrielle de musique. Alors à côté de ça, évidemment, il va y avoir des gens qui vont se rebeller, il va y avoir le rock, etc., etc., hein, on est d'accord. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette phase-là. En fait, j'avais ça, voilà. Moi, j'avais ça, en fait, dans mon machin, mais j'ai du mal à Waouh! vous l'afficher. Ça, c'est vraiment le schéma complet. Si vous voulez, tout en haut, là, avec la petite flèche en rouge, là, que vous voyez pas ce qu'il y a, c'est là où il y a la musac et toutes les musiques, etc., qui vont donner tous les genres que sont le smooth jazz, donc un jazz, en fait, qui va respecter les codes de la mood music. C'est un jazz qui est assez soft. Par exemple, c'est l'album Easy Listening de Nat King Cole. C'est les trucs qu'on met dans le fond, hein, vous savez, qui dérangent pas, qu'on a au restaurant, par exemple. La jet set pop, ça va être une pop Brigitte Bardot, par exemple. C'est une pop qui est assez enjouée, etc. Mais c'est une pop qu'on peut aussi, on peut baisser le son calmement et la mettre pendant qu'on prend son petit cocktail au bord de la piscine. La soft pop, alors j'espère qu'il n'y a pas des grands fans de Toto ici, parce que je suis assez méchant. Indirectement, hein, j'aime beaucoup Toto, mais Toto en fait fait de la soft pop ou du soft rock. Et Toto va respecter aussi certaines contraintes de cette musique-là, c'est-à-dire que ça va être un rock qu'on va appeler plus tard rock FM, qui peut passer à la radio donc, Mmh. permet de réunir les purs et durs, hein, les bagarreurs, les rockers de l'époque, hein, mais aussi les gens qui seraient un peu moins enclins à vouloir justement écouter des sons qui font mal aux oreilles, globalement, à cette époque-là. Donc en fait, Toto va être le bon compromis entre ces deux populations-là. Et on va arriver au easy listening, qui est encore une fois un type de musique qui s'écoute facilement, qu'arriver à la musique ambiante. Alors on est parti dans des concepts complètement fous sur la musique ambiante. Par exemple, Brian Eno, le grand Brian Eno, va faire une série de 4 albums qu'il va appeler Musique pour aéroport. Et ce sont des musiques qui doivent servir justement à agrémenter les aéroports, les rendre plus agréables, etc. Il fait ça en 76. Mais ce sont des musiques qui sont issues de pas mal d'autres genres. Par exemple, dans la musique ambiante, il y a du rock prog. Et en rock prog, on va se faire un petit kiff Revival parce que je sais que beaucoup de gens connaissent ce morceau-là. C'est vite fait, je vais aller le chercher dans mes références. Tac, 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 hop. Et je me permettrai simplement d'en jouer une seconde. C'est du rock prog par exemple. Désolé pour les pubs, hein.
taper des pubs aussi. Moi, j'en ai 2 à la suite là. I'll be the roundabout. The words will make you out and out. I spend the day away. Call it morning, driving through the sun and in and out the valley. The music dance and sing. They make the children really ring. I spend the day away. Call it morning, driving through the sun and in and out the valley. In and around the lake. Mountains come out of the sky and they stand there. 1 mile over, we'll be there and we'll see you. 10 true summers, we'll be there and laughing too. Alors normalement, je ne vous entends plus, mais je ne vous entends plus. Si je vous Oui. entends, ah si, oui. Ça y est. Vous avez dû vous taper un petit riff que vous connaissez normalement. Et si j'ai pas coupé trop tôt, par exemple. Voilà, qu'on a entendu dans un des épisodes de JDG il y a pas longtemps. Et ça, bah, c'est du rock prog en fait. Ça va aussi influencer tout à l'heure toute la musique aussi. Donc on va se nourrir un peu de tout ça. Ça va nous donner la musique New Age et ça va être le début aussi de la musique hypnagogique, hein, cette espèce de musique de semi-éveil ou semi-sommeil. La musique ambiante va aussi nous amener sur la musique électronique, bien évidemment. Et la musique électronique va nous entraîner sur la synthwave. Voilà. Non, plus précisément, pour voir un peu ce qu'on va récupérer de tout ça pour faire de la Vaporwave, il va y avoir, hop là, ça c'est la fin, il va y avoir 2 personnes qui sont importantes. Il y a John Oswald qui en 85 va faire en fait un acte militant, c'est-à-dire qu'il va prendre de la musique très populaire de l'époque et en particulier Bad de Michael Jackson, il va remixer en façon mashup totalement bordélique et totalement folle, qu'il va appeler Dab, et il va sortir ses productions comme ça. Bien évidemment, ça va pas plaire aux ayants droit, il va se faire taper sur les doigts, mais il a lancé en quelque sorte cette idée de désacraliser les morceaux qui peuvent être enregistrés et mis sur des supports, vinyle en l'occurrence, donc peuvent être reproduits. Parce que pour lui, à partir du moment où la musique a été composée, mais qu'elle est disponible à la production, le support que vous possédez vous appartient. Donc lui estime que ce qu'il a fait, ça n'appartient plus à Michael Jackson, ça lui appartient à lui. Bon, ça marchera pas comme ça dans le monde où on est, mais globalement, c'est ce qui va se passer. Excusez-moi, je sais pas dire. Hop, DJ Screw que vous voyez à droite est un DJ qui va œuvrer dans les années 90, il va nous quitter hélas dans les années 2000. Lui qui va donner le style Chopped and Screwed. Si vous avez vu sur Wikipédia, on parle toujours de ce style-là avec la Vaporwave. DJ Screw, en fait, c'est un gars qui va avoir une particularité. Il va jouer déjà sa musique de façon très ralentie sur les platines, comme vous pouvez le voir. Mais globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre 2 fois le même disque. Et il va tout simplement légèrement décaler le tempo d'un des disques, de façon à obtenir une espèce de chambre d'écho, ou alors rallonger artificiellement les moments où il n'y a pas de percussion pour avoir une espèce de ligne comme ça très très étendue de musique. Et ce style-là, Chopped and Screwed, donc on lui doit, c'est ce qu'on va retrouver effectivement dans la Vaporwave. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation ultra express que je suis en train de faire? Pas. Bah, moi, j'ai surtout une affirmation, c'est que je connais même pas la plupart de tous les genres que tu as cités juste avant dans ton petit tableau, c'est assez impressionnant. Bah, en fait, tous ces genres que j'ai présentés, si je veux revenir sur mon petit tableau là avec le truc qui ressemble à une usine à Bien gaz. fait, ouais, un arbre généalogique des genres. Ouais, ouais, et qui en fait est. Ah, tiens.
Screen zoom, hop, zoom, hop. C'était celui-là, Ouais. hop, Ah, voilà. ouais, Sur voilà, très bien. C'est- tout ça, en fait, appartient à ce qu'on appelle, enfin, à un méta-genre qu'on appelle la soft music. C'est-à-dire, c'est une musique qui est censée être populaire pour réunir le plus grand nombre de monde, mais qui répond aussi à des impératifs industriels. Par évidemment la musique électronique et tout, hein, mais dans la musique électronique, tu vas avoir de la musique soft. Par exemple, on peut dire que la New Age, la musique, tu sais, que tu as dans les magasins qui te vendent de l'encens et puis des bougies, Oh, putain. etc. Voilà, c'est de la musique qui est produite par des synthétiseurs et globalement qui a été faite sur ordinateur. Ouais. C'est de la musique électronique. Mhm. Il y a des choses qui vont échapper à mon embranchement, hein. Si tu regardes par exemple, j'ai marqué le jeu vidéo, j'ai fait une flèche bleue parce que le jeu vidéo va avoir une influence en lui-même. Une autre contrainte en fait qui va nous intéresser aussi dans la synthwave, que le visuel du jeu vidéo, mais aussi les altérations que peuvent entraîner par exemple la composition sur des jeux, et en particulier sur des ordinateurs qui peuvent pas héberger énormément de mémoire, vont faire aussi qu'on va avoir une dégradation du son qu'on va retrouver dans la synthwave. Et dans le rock prog, par exemple, qui est un rock qui est très très planant, qui a une construction extrêmement lente, on va retrouver justement ces moments de réverbération et d'étendue et d'hypnose, hein, ou de trance qui font partie de la Vaporwave. Et pardon, j'ai dit Vaporwave là tout à l'heure pour le jeu vidéo, mais je parlais de Synthwave. Et ça, ce sont, si tu veux, tous ces genres-là, quand tu les mets bout à bout, que tu les emmêles ensemble, ils vont te construire la Vaporwave, qui va regarder tout ce qui a été fait dans le passé et qui va dire, bah je me moque de vous. Globalement, ça va être ça, quoi. C'est en ça que c'est un genre musical qui est extrêmement intéressant, que non seulement il se moque de la musique des années 90 qui était jouée dans les centres commerciaux, ça se moque aussi des publicités des années 90, ça se Ouais. moque d'énormément de choses. En publicité des années 90, tiens, on va partir sur cet écran-là, sur l'écran où j'ai affiché tous mes trucs. Alors je fais une dernière précision vis-à-vis de ça. Donc j'ai parlé de l'ère acoustique, où globalement on avait tout en orange clair qui était accessible. Air radiophonique, on va étendre à orange foncé là. Et ensuite, tout ce qui va être air magnétique et air numérique, on va aller sur la totalité du spectre sonore. L'air magnétique, c'est à partir des années 70, hein. C'est là où globalement le son est le meilleur. Et si vous discutez avec des vieux comme moi, par exemple, ils vous diront que les supports, et pas les supports, mais plutôt enfin les outils de diffusion là sont en général mieux. C'est même les gens qui aiment le vintage vont en général s'acheter des trucs à lampe, etc. Parce qu'effectivement, c'est là où le son est le meilleur. Dans les années 90, le son pourrait être aussi bon, hein, il pourrait couvrir la totalité du spectre sonore, sauf que ce qui va nous intéresser, c'est un choix industriel qui est aussi fait. Nous, on se fout globalement d'avoir un truc qui pèse 25 kilos et qui a des pures lampes et qui nous fait un pur son quand on est à la maison avec 50 enceintes et qui permet de reproduire la totalité du truc. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir embarquer notre musique qu'on aime avec nous. Et même globalement, si on pouvait l'avoir tout le temps sur une plateforme et qu'on puisse l'écouter sur notre téléphone, notre télé et tout ce qui suit comme appareil, ça va être ça. Le choix industriel en fait qui va être fait dans les années 90 ne consiste pas à améliorer le son, il consiste à améliorer la nomadisation, pardon, du son. Et du coup, voilà, ça c'était juste pour vous expliquer qu'il n'y aura pas d'étendue au niveau du spectre sonore, c'est fini tout ça. On sera parti sur d'autres préceptes. Par contre, je vais vous jouer quelques trucs, justement des pubs. Alors je vais vous passer une pub, elle est assez cringe, même si la personne qui joue dedans est très très sympa. Comme j'ai pas le son, quand je te dis faire un bricolage de ouf, je vous laisserai la voir et quand je vous la ferai. 美しく聞こえるのは愛しているから美しくデジタルで聞くテクニクス
インテリジェントコンポ This is Jennifer. J'espère que vous avez eu plus ou moins la pub en entier. Si j'ai coupé un tout petit peu avant, je m'en excuse. Je sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas pu l'avoir du tout. En tout cas, elle est facile à retrouver. C'est une pub de Jennifer Connelly pour Pioneer ou Technics, je crois. Et ce qui est assez cringe, c'est que Jennifer Connelly, à cette époque-là, n'a que 16 ans. Voilà, voilà. Vous voulez qu'on fasse... Voilà. Et le fantasme donc de chaque japonais, visiblement, était de pouvoir parler à la jeune Jennifer Connelly pour se faire vendre du produit technologique. Ça fait partie justement du capitalisme flamboyant. J'ai pas de commentaires, je suis pas en train de sortir un drapeau rouge ou mon petit livret, hein. C'est juste que c'est ce qui est dénoncé dans cette musique-là, quoi. Et toc, est-ce que je peux vous montrer encore d'autres petites choses vis-à-vis de ça? Je vais vous montrer un petit peu comment cette musique a évolué en sous-genre, parce qu'on va avoir quand même toujours dans des commentaires sur la réussite supposée des années 80-90, que ce soit au Japon, qui est un pays de fascination pour les Américains, dans le sens où c'est le pays qui est quasiment le plus proche d'eux, mais qui a la culture la plus différente, diamétralement différente d'eux. Ça va être aussi le lieu de tous les fantasmes. Donc je vais vous passer un peu de Sun Pepsi. Voilà, un très très beau morceau de Sun Pepsi. Ouais, Sainte Pepsi, ouais. Et ça, c'est de la future funk. C'est un dérivé Hop, si c'était bon. Non, Ouais. t'entends. Voilà. Et ils aiment Bon, beaucoup là. la reverb, hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça sur ça. Ah, j'adore ça. Mais je trouve que c'est génial. Alors ça, c'est de la Ah ouais, future funk. franchement, Ouais. Et je vais en repasser encore un autre tout à l'heure pour clôturer tout ça, du coup. Ça, je sais pas si vous connaissez l'émission de MacDog là que j'avais affichée tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vue cette émission-là. Où il parle, celle de Mad Dog. Ah oui, moi je l'ai vu, oui, Mad Ouais. Dog, ouais, bien sûr, c'est la base. Ben, tu Mais sais, bon, je l'ai vu quand elle est sortie, donc je t'avoue que je me rappelle pas. alors, il va dire à un moment un truc qui est super intéressant. Il va dire à un moment, comment se fait-il alors je sais plus non, c'est pas je crois que c'est sur celle-là, hein, mais il va parler de city pop et il va Ouais. parler en particulier du clip, Plastic Love de Maria Ah bah bien Takeuchi. sûr. Bien sûr, Plastic Love. Voilà et en fait, on se l'est tous tapé ça, hein. Du coup, même Justin, de la chaîne Point Sécu avait fait une émission dessus qui a été d'ailleurs nommée, enfin citée dans une par Mad Dog. Et Justin se disait, tiens, c'est bizarre, pourquoi je vois tout le temps ce morceau-là qui apparaît, qui pop dans mes trucs? Et ben c'est dû au fait qu'on écoutait la Vaporwave et en particulier Ouais. la Future Funk. Parce que la Future Funk, ce qu'on a entendu avec Sun Pepsi, c'est la pop japonaise qui a été ralentie et retravaillée. Mais du coup, l'algorithme de YouTube arrive quand même à détecter qu'il y a un truc qui se passe, il va ressortir ce qui lui semble être le plus plausible en termes de goût personnel, et donc il va nous bombarder en fait de pop japonaise des années 80. Donc Plastic Love va naturellement popper dans nos fils de recommandation à un moment ou à un autre.
Même si globalement au tout début il était juste noyé au milieu de plein de recommandations, cette pochette qui est si jolie effectivement, qui attire vraiment l'œil, qui a l'air tellement différente de toutes les pochettes japonaises de l'époque, va faire qu'on va naturellement cliquer dessus quoi. C'est marrant de voir en fait dans mon espèce de schéma un peu barré, il y a un moment une flèche qui va ramener bah, tout simplement à la City Pop quoi. Qui n'avait pas voilà, la flèche que vous avez là en fait, elle relie la Vaporwave à la City Pop, à la Future Funk pardon, à la City Pop, qui était un genre musical qui existait déjà, mais dont on n'avait pas idée, et maintenant qu'on a été initié à ça, ben on s'y remet. Et comme nous, on est plutôt années 90 en particulier là pour cette conférence-là, il y a le Shibuyake, qui est un genre des années 90, qui est très centré autour du quartier de Shibuya. Qui est une espèce de réadaptation à la japonaise de la jet set pop. Très yéyé, c'est très dansant, etc. Et par exemple, un groupe comme les Pizzicato 5 est en train de revenir en force, ce qui me fait grave plaisir, parce que les Pizzicato 5, c'est un peu la vie. Et si vous connaissez pas, je vais vous mettre un petit exemple de Pizzicato 5. Je vais jouer Twiggy Twiggy. Génial. Et une idée de comment c'est bien, les Pizzicato 5. Voilà.3時間も待っていたのよ私猫と一緒に3時間も待っていたのよ私猫と一緒にトリッキーのミニスカートでトリッキーみたいなポーズでトリッキーのミニスカートでトリッキーみたいに痩せっぽちの私その時電話のベルが私猫みたいに喋ったテレビのボリューム下げて私嘘みたいな声でトリッキーのミニスカートでトリッキーみたいなポーズでトリッキーのミニスカートでトリッキーみたいに痩せっぽちの私Voilà. C'était un petit bout des Pizzicato 5, donc un groupe qui a été extrêmement connu dans les années 90. C'était un peu le groupe Télérama. Hein. Alors, Tomato, j'ai découvert à cause de Gorillaz. Attends, parce que j'ai plein de excuse-moi, j'ai raté tous les commentaires. Je vais les lire tous en même temps. Excuse-moi, Kelly. Hein. T'as toujours pensé que la différence entre la synthwave et la outrun, c'était la Ferrari sur la couverture? Ouais, bah c'est globalement ça. Hein. Après, en synthwave, comme on confond parfois la synthwave et la mid-fi. Alors de la mid-fi synthwave, je vais t'en jouer. Du coup, je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Je suis désolé, j'avais pas surveillé. Très mauvais présentateur. Je vais vous mettre de la mid-fi. Vous avez une idée.
Donc ça, voilà, c'est de la mid-fi par Comtrose, le Cool. morceau d'Atakis, ouais, qui est vraiment cool et qui reprend un peu cette idée de musique détériorée avec le clip qui va bien à côté, qui est une parodie de Super Jamie en version un peu plus sexy entre Terminator et Super Jamie, quoi. Qui insiste fortement sur justement l'iconographie aussi de la femme dans les années 80, l'exploitation du corps de la femme. Il y a pas mal de choses comme ça qui reviennent dans cette musique. Et encore une fois, tu vois, le terme ironique, là par exemple, si je te dis c'est ironique, ben, si maintenant que tu sais que ça appartient un petit peu à la Vaporwave, etc., t'as le propos. Si tu regardes le clip et que tu le passes comme ça aux gens, ils vont dire ouais, c'est une nana, c'est une petite blonde, un petit peu à poil à un moment, et puis globalement c'est cool comme clip, quoi. Tu vois, t'as deux façons de le prendre, et le problème de l'ironie, c'est que bah, ça dit que par rapport, enfin que si on te dit que c'en est, quoi. Et c'est ça qui fait que le mouvement a tendance à s'auto-saper aussi parfois. Ça, c'était du mid-fi, et pour revenir sur toutes les que t'avais dit, alors Nova, c'est dans Heroes of the Storm, dans Overwatch, ouais. C'est juste une skin pour Window Maker. Euh, Ah, la fâche, ouais, ouais, tout à fait. Alors, ça devait être compliqué d'électronique avec ça. Il y a clairement des artistes qui ont fait des trucs comme ça très sérieusement, du coup. Le vin du hier. Alors, du coup, attends, du coup, je suis en train de relire, donc je suis perdu dans les trucs. Ah, pub, pub, pub. Ouais, ouais, je me suis aussi tapé une série de pubs. Alors, la Vaporwave, c'est peut-être ce que tu connais le moins des genres dérivés de la synthwave. Euh, Et c'est super intéressant quand tu mets en opposition la plupart des autres dérivés de la synthwave qui sont beaucoup plus littéraux. Ouais, tout à fait. Ah, t'as pleuré le jour où ton père a balancé l'ampli JVC. Ah, mon Dieu. Alors là, je pleure avec toi. Je pleure totalement avec toi. Et il y avait une compilation qui était nommée Show 64 que t'avais chopée il y a longtemps. Ah, elle consistait en quoi cette compilation? T'as le micro, d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser vos micros, hein. Oui, c'est vrai que je t'en ai oublié le micro. Ouais. Alors, j'étais en train de me moucher, donc j'ai pas entendu ce que tu posais comme question sur la compilation. C'est quoi comme compilation? C'est une compilation de 2 albums à l'époque de morceaux japonais, enfin de groupes japonais de l'époque. Ouais. Et il y avait effectivement Porno Graffiti, Mhm. Five que j'ai découvert là-dessus. Il y avait des remixes assez chelous de comment il s'appelait, Dimitri, le DJ français. Qui Ouais. pareil, c'était Dimitri. Euh, et alors attends, elle date de 1999 cette compile. Ouais, excellent. Bah, c'est un petit Et bijou, c'est un garde-la. truc que j'avais acheté un peu par curiosité à la Fnac, moi à Clermont, et j'ai découvert plein de groupes avec ça. Le label c'était Disorient. Ok. Ouais, bah, franchement, garde-la bien précieusement, parce que Bah, à je mon l'ai avis. encore, je Ouais, l'aime. ouais. Ouais, tu peux. D'ailleurs, si vous avez des CD, gardez-les, surtout les CD compilations, aussi bizarre qu'elles puissent paraître. Des morceaux qui ont été produits parfois sur des CD compilations qui ne sont plus du tout accessibles, surtout sur les plateformes, parce que simplement les masters ont été perdus ou les gens n'ont jamais eu les droits. Je dois avoir un truc comme ça qui est sorti dans un magazine de 96 avec un remix bah, qui est pas du tout trouvable, quoi. Euh, Baisse et je peux te dire que cela, je les mets sous verre à un moment ou à un autre. Ouais, tu peux. Franchement, tu peux, quoi. Puis même, ou même sortir voilà, remix inédit d'un truc, ça le ferait bien, quoi. Et alors, j'ai abordé à peu près tous les points qu'il y avait là sur mon tableau qui est tout à droite, hein. Si vous avez des questions par hasard, je l'ai fait Ouais. un peu en speed, mais vas-y, je t'en J'en ai prie. juste une petite parce que moi, je t'avoue que j'aime beaucoup la wave en général, mais je suis un petit peu, tu vois, je m'y connais pas beaucoup moi, tu vois. Et Mhm. souvent, quand j'écoute les différentes versions de wave, donc que ce soit synthwave, vaporwave, etc., j'arrive jamais à voir la différence musicale entre elles. Et j'ai souvent l'impression que c'est juste comme vous l'avez cité tout à l'heure, c'est juste une question d'imagerie. Genre, par exemple, la voiture ou les trucs comme ça, ou la femme, etc. En fait, pour débunker un peu aussi le truc, c'est que en chronique musicale, quand tu écris sur la musique ou quand tu commentes la musique, tu peux le Mhm. faire qu'à posteriori. Et ce qui s'est passé, que moi, par exemple, dans les années 2010 ou 2012, j'ai eu l'occasion de participer à un blog anglais, mais qui pesait un peu en musique indépendante. Ouais. Et on a eu une musique qui s'appelait le C-Punk.
Mais le C-Punk, c'est pas une musique en fait, hein. Donc le C-Punk, c'est marqué là, je crois, sur mon. C'est avec le hashtag C-Punk. Et en fait, le C-Punk, c'était avant tout une espèce de blague sur Internet, en particulier sur Twitter, et qui a permis de regrouper une communauté. Donc c'est plus une communauté qui se réunit autour d'éléments visuels de reconnaissance, hein, donc les cheveux colorés arc-en-ciel, les dauphins sur les pochettes, la De ouf. surcharge visuelle, tu sais, où tu as genre 40 000 trucs qui s'empilent jusqu'à gaver l'image complètement. Et Punk a quand même pensé à sortir une musique avec quelqu'un qui s'appelle Chelsea Redwine, qui à l'époque en fait s'est dit bon bah produire de la musique. Elle a monté un label qui s'appelle Coral Records, et globalement comme il y avait tous ces gens qui avaient fait du dubstep mais qui savaient plus quoi faire ou qui découvraient la musique électronique, elle a récupéré tous ces gens-là et elle a fait des compiles de ça. Et dans cette compile là tu peux avoir donc pour appeler vraiment du C-Punk, donc une musique qui mélange plusieurs genres mais qui sont complètement foutraques. Et t'avais déjà de la proto-vaporwave avec une musique extrêmement ralentie, extrêmement abîmée. Ouais, c'est clair. Et globalement, en fait, ce qu'il faut avoir en tête musicalement pour la vaporwave, c'est que la vraie vaporwave, c'était une blague à la base. Et on parlait de Lisa Frank tout à l'heure, 420, Ramona Ouais, Xavier. 420, ouais. Alors, déjà, le Lisa Frank, c'est un hommage à Lisa Frank, qui est une designeuse qui faisait du matériel pour scolaire, pour les gamins Ah, américains. Faisait en fait les fameux folders, les pochettes là qu'on a cartonnés sans boutons qui permettent de rabattre et de garder des documents à l'intérieur. C'est elle qui a conçu le truc. Et elle a fait la déco aussi autour de ça avec des trucs très ronds, très acides, très colorés, etc. Et du coup, l'hommage en fait est fait au travers de ça. 420, je me suis demandé si c'était pas une référence à un numéro de produit sur son catalogue, mais les gens de chez Reddit, parce qu'il y a des fans de Lisa Frank qui veulent pas me répondre, donc je peux pas ah te répondre merde. là-dessus. Ouais. Ils m'ont pas accepté dans leur groupe, je suis très Non, c'est vrai triste. que, bon, avec tous les titres en japonais, Mais c'est pas pareil, ouais, ils aiment bien. ouais, ils aiment bien, et on n'est même pas sûr en plus que ça veut dire quelque chose, hein. Comme le dit Mais MacDoc, c'est beaucoup de très caractères sincèrement, devant et derrière. ça m'est arrivé de traduire les mots et autant te dire que ça veut dire n'importe quoi. Ouais, totalement quoi, et c'est totalement assumé, hein, parce que c'est la Ça, fascination en le fait côté de. parodique, il est extrême. Ouais, 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 Sur complètement YouTube, je quoi. pense, mais Ouais. Et il y a un mec qui se fait connaître maintenant qui s'appelle OneOtrix.never. D'ailleurs, tire son nom de la radio, enfin de la station de radio qui s'appelle 107.3 et 103.7 pardon, qui est une radio qui diffusait un peu de musique vieille, etc., un peu perchée aussi. Ce gars-là, en fait, a sorti ce qu'il appelle les Echo Jam. Globalement, c'était encore une fois une blague. Pardon, je vais sortir de là parce que je sais pas si on m'entend. C'était une blague, c'est-à-dire qu'il a pris plein de morceaux qu'il aimait bien, il les a mis bout à bout, et il a fait une compilation de morceaux ralentis. ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et ce que fait Ramona Xavier, donc, qui est Macintosh Plus, qui est un hommage au Macintosh de 1986, je crois, et ben, elle va faire pareil avec ce fameux morceau qu'on connaît comme étant Lisa Frank, son album Floral Shop. Et la manip que je voulais faire et que je vous invite à faire, ou que Kelly peut faire, c'est que dans son Audacity, il récupère It's Your Move de Diana Ross. Il va Ouais, il va dans les effets et il fait simplement changer la vitesse, il la met à 0,75 et en faisant simplement ça, il va obtenir le morceau Lisa Frank. mhm. Je vais essayer de le faire, mais globalement, en fait, on Pour le pourrait coup, quasiment le faire je sur connaissais YouTube. l'astuce, donc Ah je l'ai ouais? déjà fait, ça, effectivement. Ouais. Je l'avais Et déjà vu dans une vidéo, pour le coup, je sais plus, vidéo sur un jeu vidéo, par contre, justement, Mhm. pas web dans un jeu vidéo. Et c'est un commentaire qui est vachement important et qui est vachement puissant sur la musique parce que ça veut dire que déjà vous, donc vous c'est moi aussi, on peut tous le faire notre propre Vaporwave. On a juste à prendre les outils et en plus les outils sont gratuits, hein, tout le monde peut se l'installer sur n'importe quel OS quasiment et on peut faire globalement de la Vaporwave si on a envie.
pas du tout un problème pour nous. On peut se faire notre propre playlist de Vaporwave avec tous les morceaux qu'on aime si on a envie de les écouter ralenti. C'est en ça que c'est encore une fois un commentaire aussi ironique vis-à-vis de l'industrie musicale qui fait toujours ressortir en contradiction par exemple avec Aphex Twin dont on parlait hier, un génie, etc. Ramona Xavier qui a autant de pseudos qu'Aphex Twin, hein, c'est Vector Drum, c'est Vectroid, c'est New Dreamline Limited, c'est je sais pas, elle en a une vingtaine. Quelqu'un qui va produire énormément de musique, et une musique qui est toujours aussi cool, et dont on peut identifier parfois certains genres musicaux par rapport aux alias qu'elle se prend, quoi. Tant elle disparaît totalement dans la masse parce qu'elle démonte un petit peu le système de production musicale autour encore une fois, de ce génie qui pourrait produire de la musique comme ça, qui est incroyable. Elle nous dit que ça marche aussi bien si tu prends un simple logiciel, quoi. Et je vous ai parlé de Simpson Wave et je vous en ai pas passé, je vais vous passer Ah, quand c'est même le vrai, meilleur vas-y. morceau de Simpson Wave pour Ah clôturer là ça, là parce qu'il là nous là. reste une petite minute. Hop, alors, je sais pas si vous m'entendez, mais c'est Frank Japsy. Voilà, c'est celui-là. Bon, ça va être fort, mais on a juste à baisser notre son. C'est pas un problème. Hop. Ah, pub. Ah merde, Yes. publicité. Ah, ça a mis la pause, pardon. Pas vu. Pardon. Nice. Elle est cool. Ouais, elle est cool, hein. Elle est cool, celle-là. Elle est très cool. C'est à l'époque où Frank Japsy faisait des trucs. Je vais laisser la place au prochain intervenant. Je vais aller là. Voilà, hop. Oui, non, mais t'inquiète, t'as encore le Ouais. temps. Il y a toujours 15 minutes de pause entre chaque. Ah. Bon. Cassie, si vous avez d'autres questions qui seront peut-être plus claires que ma présentation qui a été un peu express, On a eu des allez-y, petits hein. problèmes. Ouais, bah c'est moi qui aurais dû Moi, j'ai pas une simplement. question, mais j'ai plus une affirmation. Est-ce que tu connais la chaîne Amy Waters? Ça s'appelait Alors, Ace Waters avant. chose. C'est une chaîne qui fait des enfin, pas tout le temps, mais elle fait, parfois des OST de jeux vidéo en version synthwave. Enfin, ça Ouais. dépend, des fois c'est synthwave, des fois c'est darkwave et cetera, et Mhm. franchement, c'est excellent. Moi, je fais de la pub, hein, mais si vous aimez, si vous voulez écouter des OST de jeux vidéo en version synthwave, vous pouvez foncer. Il a fait Westworld, rien que celle-là, elle est excellente, je trouve.
Voilà, c'est pas Mhm. jeux vidéo, c'est série, mais bon, voilà, vous comprenez le topo. Mais c'est. Par contre, je peux rebondir sur ton propos. Le Ouais, fait, par exemple, qu'on extrait d'un jeu vidéo une musique qui est normalement censée ne vivre qu'avec le jeu vidéo, maintenant se l'écouter, ou comme par exemple, je pense que si je demande aux gens qui connaît la musique du Seigneur des Anneaux, la plupart des gens vont lever la main. oui, C'est vachement intéressant parce que normalement, cette musique n'est censée ne vivre aussi qu'à travers le film. ouais, Et la Vaporwave a le même commentaire que ce qu'on appelle la musique appliquée, hein, c'est-à-dire cette musique qui normalement est censée être appliquée à un support, que maintenant en fait on l'aime tellement, qu'on la revit tellement et qu'elle nous ramène tellement parfois aux images du film, qu'on peut se passer du film et qu'on peut simplement écouter la musique. Et même les chaînes maintenant de concentration musicale, hein, il y a toute une playlist du Seigneur des Anneaux pour faire ses études, bah, globalement ça passe très bien, c'est-à-dire qu'on l'a même initial pour en faire autre chose. Et ça, c'est un commentaire sur la musique qui est dite normalement utilitaire, qui est vachement intéressant parce qu'on se la réapproprie, un peu comme la Vaporwave, et on en fait complètement autre chose, quoi. On en fait de la vraie musique. Et ça, franchement, c'est. Mais du coup, ouais, moi, ça me plaît, je vais aller voir tout à l'heure. yes, je suis Ouais. ravie. Tu verras, franchement, c'est de la qualité. Ah ouais, il y a. Mais de toute façon, dans tous ces mouvements-là qui permettent maintenant d'utiliser pas mal d'outils pour. Dingo, hein, avec la musique, on pourra pas en Ouais, faire plein. Hmm. ouais, justement, je sais pas si on a entendu parler. Je crois que c'était en début d'année, ça devait être en janvier parce qu'à l'époque je bossais sur le stream conductible. Hmm. Mais l'un des créateurs publicistes en fait qui a fait des tonnes de pubs qui sont utilisées par beaucoup d'artistes de Vaporwave Mhm. a balancé sur le net comme ça quasiment 100 ou 500 musacs qu'il avait Ouais. jamais publiés. Ah ouais. Ah, mais Donc ça. à l'époque sur les Reddit, etc., tout le monde se partageait ces trucs-là en disant ouais c'est un revival, bon ça reste mort, mais c'est un revival quoi. Mais il y a un autre artiste, tu me fais penser à ça, il y a un autre artiste. Alors, il s'appelle. C'est très vulgaire ce que je veux dire, il s'appelle Datachat ou Dataset. Mais chat, c'est S-H-A-T. Mais je pense que c'est un petit coquin, donc à mon avis, il devait très bien savoir que ça allait poser problème. Il a fait, en fait, au début des années 2000, un truc qui s'appelle Business Funk. Globalement, ce qui est business funk, c'est que c'est que de la musique corporate, mais donc pour les patrons, avec, vous savez, toutes les vieilles présentations complètement pétées, avec Mm. genre l'écran qui s'ouvre autour d'une table ronde et un mec qui est en train de taper dans une balle de golf et qui dit Bonjour Monsieur Smith, voici votre prochain machin, etc. Le SAV des émissions. Voilà, exactement. Il a fait en fait toute une compilation qui s'appelle Business Funk One. Je vais essayer de jouer un morceau, un petit bout. Vous avez le son. Non. Ah, attends. Non. Non, bon, ça marche pas. Bon, en Ouais, tout cas, mais je c'est. sais pas pourquoi SoundCloud ça marche pas, alors que Ah bon. YouTube marche. Ouais, Et c'est. le navigateur interne à l'app est assez bizarre sur certains trucs, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça. Triste. Ouais, ouais, c'est. Mais ça quand même. On va dire que globalement, ça a bien fonctionné, franchement, par rapport à Oui, toutes les oui, c'est vrai contraintes que qu'il y a bon, au avec. final. On s'en est bien sorti. Voilà, bon, il y a des trucs qui marchent pas. Bon, ça permet de protéger aussi la plateforme, j'imagine, contre toute plainte de gens qui font n'importe quoi. Et, Il vaut mieux. euh, voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, Business Funk, ça dure à peu près 20 minutes. Ouais. C'est génial à entendre parce que bien avant la Vaporwave, on a exactement le même commentaire qui a été fait, donc quasiment 10 ans plus tôt, par un gars qui tranquillement a pris tous les morceaux qu'il a pu récupérer et s'est fait une petite mixtape et c'est un petit plaisir à entendre, quoi. Super. Je Ça regarde, fait bien. j'écoute ça dès que le festival est fini. Voilà, tu pourras te mettre ça tranquille dans les oreilles et Ouais, c'est ça. voilà quoi. Ouais, Mais Cool. c'est encore voilà, appelé le truc business funk quoi. Bah, du coup, en fait, il l'a mis même ailleurs que sur SoundCloud parce qu'il a dit qu'il y a directement le site dataset.net avec, il en a fait trois apparemment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bon, bah, ouais. merci pour la reco. Ah bah en plus sur son site, alors je sais plus si c'est toujours le même template qu'il a sur son site, parce que c'est lui qui programme aussi son site. Et il est assez ouf son site, c'est vraiment une Bah, beauté rare. la landing page, c'est la console de commande d'une centrale nucléaire. Donc, Voilà.
Ça met un peu l'ambiance, quoi. C'est Voilà. clair. Et bah, vous auriez encore d'autres questions par hasard? Des Bon, là, ça va. commentaires? Je parle trop, Ça j'ai va? noté. Non, non, du tout, profites-en, hein. Je rigole, t'inquiète. Mais qu'est-ce que... Ah! Euh, Je vais vous passer un petit peu de Macross Plus. Macross Ah, Plus, yes, Ah. Macross Macross Plus. 88, 82-99. Ça pourrait être sympa. Ça, avant que le prochain arrive. Voilà, exactement. Hop. Tellement funky comme truc. Alors, je pense que c'est ce morceau qui pourrait vraiment être à l'origine de l'apparition de la city pop. Eh ben, merci. Eh ben, merci à vous. Merci. Tu m'as fait Merci découvrir des beaucoup. chansons.